Allez, il est 13h15, on commence. Allez, les 2 heures sont ouvertes sur ce WeSign, donc je vous laisse signer, tout le monde présent. Je vous laisse signer par-dessus le système. Je fais une petite, un petit refresh pour voir qui a signé, qui n'a pas signé. Alors, je vous rappelle que la séance est filmée et que vous pourrez revoir le replay si ça vous intéresse un peu plus tard. Du coup, dans les caméras, je vous informe que je vois vos écrans, les caméras. Donc, ceux qui passent leur temps sur autre chose, à la caméra, ça ne peut pas se voir. Je vous le dis juste comme ça. Donc, signez les 2 heures sur WeSign. Reprenez le site internet du cours, chef de produit, master. On est à l'épisode 4 aujourd'hui. Donc 21 novembre, salle 306. Ceux qui ne sont pas là peuvent suivre sur Zoom. Il n'y a pas de salle d'attente. Il y en a 2 qui sont en retard, qui peuvent suivre dans le métro et arriver quand ils veulent. Là, il y a les slides comme d'habitude, une slide par page, 16 par page, en HTML et avec liste de notes et éventuellement enregistrement postérieur. Là, vous avez la vidéo de l'épisode de avant-hier, je pense. Là, je mettrai la vidéo de l'épisode actuel. Et là, en quiz 4, vous avez le quiz qu'on fera tout à l'heure, qui est le quiz 4. OK? C'est bon? Donc, revenez sur ce site, ne perdez pas de temps, on fera l'heure quiz pour retrouver où se trouve le quiz 4. Donc, tout se trouve toujours sur ce site-là. Il n'a pas changé, et on aborde la question de plateforme. Je vous montre les notes de la dernière fois. Donc là, vous avez la note du quiz 3 que vous avez fait. Elle est ici. Là, vous avez la note du workshop qu'on a fait en épisode 3, c'est-à-dire le workshop 9, 10, 11. Donc, face à la ligne de votre nom, vous avez ici votre place dans la classe, vous êtes 17e. Vous avez une note de prof, la note du quiz 1, 2, 3, votre numéro de groupe pour le workshop 1, ici c'était le 2, vous avez 19, de nouveau 2, vous avez 17, et après vous avez 3 et vous avez 19. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette personne sera dans le groupe 1, 2, 3, 4. Quand on lancera les workshops, vous venez me voir et vous venez me dire qui est en groupe 1, qui est en groupe 2, qui est en groupe 3. On peut changer les groupes à chaque cours, ça ne me dérange pas. Juste la seule chose, c'est qu'il faut que vous me le disiez pour qu'on puisse modifier les numéros. Donc attention, avant de partir, vérifiez bien qu'en face de votre nom pour aujourd'hui, j'ai bien le bon numéro de groupe. Parce qu'après, moi, quand je corrige les workshops, si on me dit groupe 1, je mets 18 au groupe 1, je mets 18 au groupe 1, et je ne vais pas vérifier qu'il y a bien toutes les personnes dans le groupe 1. C'est à vous de vérifier qu'en face de votre nom, sur la petite case que j'ai ici, tout à l'heure, il y aura bien votre numéro de groupe. Après, moi, je note le workshop et les notes s'appliquent automatiquement. C'est clair pour tout le monde? Super. Donc, on fera le quiz 4 et les workshops. On fera les workshops
12, 13, 14, 15. Et les workshops sont toujours, taisez-vous s'il vous plaît, je vais revenir en arrière, sont toujours sur le même site. Ici, on fera les workshops 12, 13, 14, 15. Et je vous ferai le briefing par rapport à ça. Donc, on fera le 12 qui disrupte les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et les services, l'operating system et déplateformisez-vous, qui est un bouquin d'un Jean-Philippe Timsit, que vous allez parcourir sur le plan et l'introduction et me donner votre avis par rapport à tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu leur note ici, je descends bien sûr. Et voilà. Donc, qui est majeur de promo, c'est Romaïssa. Bravo. Voilà, première. Donc, c'est la femme arabe. Qui veut dans le groupe de Romaïssa. Et il vaut mieux être à côté d'elle pour le plus, parce qu'elle les fait mieux. Ok, c'est bon. Des questions par rapport à tout ça, c'est clair. Et donc, on termine à 16h30. Et donc, on attaque. S'il vous plaît. On attaque l'épisode 4. Il parle de plateforme. C'est un cours assez complexe où je vais vous poser plein de questions. Je n'ai pas forcément les réponses aux questions que je vous pose. Je n'ai généralement pas les réponses des questions que je vous pose. C'est à vous de formuler une hypothèse, c'est à vous de formuler un début de raisonnement. L'IA ne pourra pas vous aider dans ce domaine-là parce que l'IA n'est pas encore ce qu'on va se dire sur la plateformisation. Il y aura plein d'options à prendre et je vais vous demander d'apporter votre réflexion à cette idée de plateformisation, comme on le verra un peu plus tard, de déplatformisation. Donc vous vivez aujourd'hui une époque absolument formidable où il y a plein d'innovations technologiques qui vont permettre de transformer l'entreprise de manière diverse et variée, on va voir ça. Et les acteurs de cette transformation, ce n'est pas les vieux comme moi qui bossent en entreprise, c'est les jeunes comme vous qu'on embauche pour justement mettre en place ces transformations, mettre en place ces innovations et faire en sorte que l'avenir se passe un peu mieux pour les entreprises. Donc, vous êtes les acteurs, vous êtes les futurs acteurs, les acteurs actuels de toutes ces transformations. Et pour les mettre en place, il faut bien que vous les compreniez. Il faut que vous en compreniez l'historique, les tenants, les aboutissants et les perspectives. C'est pour ça que je vous fais un cours aujourd'hui un peu complexe sur la plateformisation, pour que vous compreniez tout ça, pour que vous vous posiez les bonnes questions, pour que vous posiez les bonnes questions dans votre entreprise, et pour que vous soyez dans des groupes de projets, dans des chefs de projet, dans des product owners, dans des cercles de réflexion d'entreprise, pour que vous soyez des acteurs actifs de la transformation et de l'évolution de l'entreprise. Donc, c'est super important que vous compreniez toutes ces innovations, ces concepts, parce que c'est eux qui vont former le futur de l'entreprise. Et ce serait mieux que vous participiez au futur de l'entreprise plutôt que de participer au passé de ces entreprises. Alors, on va commencer doucement par les innovations et notamment les révolutions industrielles. Je vous propose deux idées sur les révolutions industrielles. Une première idée qui dit qu'on en est à la quatrième révolution industrielle. Il y a eu la vapeur qui a fait le moteur, qui a été remplacé par l'électricité, qui a été remplacé par l'informatique. Et aujourd'hui, on en est à la révolution industrielle qui s'appelle NBIC.
Et ça veut dire nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'informatique et sciences cognitives. Donc l'IA, par exemple, fait partie du C, de NBIC, c'est une science cognitive. Donc ça, c'est une première théorie qui dit qu'il y a 4 révolutions industrielles. Cette théorie, elle est fondée sur des recherches qui sont faites par le World Economic Forum. Le World Economic Forum, c'est ceux qui font le sommet de Davos, ça doit vous parler, le sommet de Davos en Suisse. C'est une source de renseignements extrêmement importante. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site du World Economic Forum, c'est weforum.org, donc World Economic Forum. C'est une source de renseignements, c'est une source d'informations sur l'innovation qui est extrêmement précieuse. Vous faites des mémoires en ce moment, vous faites des recherches, incluez des recherches, demandez à ChatGPT, demandez à votre IA d'aller faire des recherches. Sur le World Economic Forum. C'est là qu'il y a toutes les sources d'informations qui sont intéressantes. Donc, regardez bien ce site, regardez bien ce qu'il propose. Je vous ai mis différentes informations par rapport à ça. Je vous laisse regarder, je vous laisse explorer tout ça. Et encore une fois, c'est vraiment une source fiable d'informations. Vous pouvez vous y référer, vous pouvez les citer. Et encore une fois, c'est toujours plus intéressant de bien citer les personnes que vous mentionnez dans vos dossiers, avoir les bonnes sources aujourd'hui, à l'heure où l'IA fait un peu ce qu'elle veut, un peu n'importe quoi. Pour vous, c'est important d'avoir les bonnes sources. Donc, citez le World Economic Forum. Là, vous avez une vision par rapport au changement climatique. Donc, ce qu'ils disent, c'est quelque chose d'assez sensé et d'assez intéressant par rapport à ça. Ce qu'ils disent aussi sur l'emploi et le travail, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Lisez-les, citez-les, inspirez-vous de ça. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, première théorie, et vous allez devoir choisir entre la première et la deuxième. Première théorie, on est à la 4e révolution industrielle. La vapeur, l'électricité, l'informatique, les NBIC. Je vous propose une autre théorie. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, deux théories qui s'affrontent. Une autre théorie, c'est celle de Jeremy Rifkin, qui dit, lui, dans un ouvrage célèbre, Jeremy Rifkin est un économiste américain, qui dit, lui, dans un ouvrage célèbre, on est à la 3e révolution industrielle. Donc lui, il inclut l'informatique et les lycées à l'intérieur d'un même mouvement qui est là. Mesdemoiselles, vous êtes complètement ailleurs depuis le début. Donc Jérémy Rifkin nous dit c'est la 3e révolution industrielle, la 4e. Donc lui, il inclut, parce que vous en pensez, peut-être que vous n'avez pas d'avis, peut-être vous allez vous forger votre avis, je vous laisse réfléchir. Lui, Jérémy Rifkin, il inclut les changements de l'informatique des années 90 et l'Internet 2000, il l'inclut avec l'IA 2025. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux d'inclure le début de l'informatique, le début d'Internet, avec les plateformes sociales et avec l'IA d'aujourd'hui? Je vous laisse juger. Choisissez la position qui vous paraît la plus intéressante, mais en tout cas, il y a ces deux théories-là. On est à la 4e révolution industrielle, selon le World Economic Forum, et on est à la 3e révolution industrielle, selon Jérémy Rifkin. Ça ne fait pas beaucoup d'importance de choisir 3e, 4e, mais c'est important que vous compreniez ces différents concepts, parce que ce que je vais vous demander d'imaginer dans vos têtes, maintenant, c'est une question rhétorique. Quelle sera la prochaine révolution industrielle? Donc, admettons qu'on fasse le moteur et la vapeur, première révolution, ou on pourrait même recommencer à l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, première révolution, deuxième révolution, le moteur et la vapeur, troisième révolution, l'électricité, quatrième révolution, l'informatique, cinquième révolution, les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information, l'informatique et sciences cognitives. Et selon vous, quelle est la prochaine révolution industrielle? Parce que vous allez la vivre. Moi, je vais arrêter, moi, je ne la vivrai pas, mais vous allez la vivre, la prochaine révolution industrielle. Ce serait bien que vous ayez déjà une idée de
Qu'est-ce qui peut se passer demain? Est-ce que c'est les robots qui seront la cinquième ou quatrième révolution industrielle? Est-ce que c'est la robotique? Est-ce que c'est le quantique? Quel est votre avis là-dessus? Il n'y a pas de réponse. Personne n'a cette réponse. Mais je vous invite, vous, à réfléchir pour savoir quelle sera demain l'innovation que vous allez devoir adopter en entreprise et qui sera une nouvelle révolution industrielle. Et peut-être même vous pensez qu'il n'y aura pas de nouvelle révolution industrielle et qu'on s'arrête ici et que l'humanité s'arrête ici. Ou vous pouvez penser que, comme certains transhumanistes, que l'homme ira sur l'homme et la femme, bien sûr, iront sur Mars et fonderont une nouvelle société et que donc la cinquième révolution, c'est le multiplanétarisme. Quel est votre avis? Encore une fois, il n'y a pas de réponse à ça. Ça peut être du quantique, ça peut être de la robotique, ça peut être du multiplanétarisme. À vous de choisir, à vous de vous décider, mais c'est important que vous forgiez une idée sur le monde de demain. Celui d'aujourd'hui, on le connaît pas mal, mais le monde de demain, à votre avis, que sera-t-il? Je continue sur Jérémy Rifkin, vous faites aussi autre chose, chacun son petit bail dans son coin. Et moi, je fais un petit bail dans mon coin. Bien. Donc, Jérémy Rifkin sera partie du quiz tout à l'heure, penseur extrêmement important des États-Unis, qui a parlé avant tout le monde de l'hydrogène et de l'importance de l'hydrogène. L'hydrogène pourrait nous sauver écologiquement. J'en parle pas plus que ça, si ça vous intéresse. Lisez les théories demandées. Là, voilà une requête intéressante à ChatGPT. Demandez à ChatGPT de vous résumer le bouquin Hydrogène de Jérémy Rifkin et vous verrez, les possibilités d'hydrogène sont absolument infinies et pourraient nous faire sortir de l'énergie fossile. On pourrait remplacer toutes les consommations de gaz et de fuel, pas toutes, pardon, pas toutes. Certaines consommations de gaz et de fuel, parmi les plus polluantes, on pourrait les remplacer par de l'hydrogène, attention, de l'hydrogène vert, parce que si c'est pour faire de l'hydrogène gris ou noir, ça n'a strictement aucun intérêt. S'il faut brûler du charbon pour faire de l'hydrogène, cet hydrogène remplace le gaz, ça ne sert à rien de passer par l'hydrogène, autant brûler directement du charbon. Mais en revanche, si l'hydrogène est fabriqué avec de l'énergie fatale, l'énergie fatale, on l'a vu quand on a parlé d'écologie, l'énergie fatale, c'est l'énergie qui est perdue, qui sera redistribuée dans le réseau, et comme l'énergie solaire, quand on a trop de soleil, l'énergie solaire, elle n'est pas utilisée. Donc c'est de l'énergie fatale. Si on se sert de cette énergie solaire en trop pour faire de l'hydrogène, alors c'est de l'hydrogène vert. Et cet hydrogène vert, quand il remplace du gaz, effectivement, on a une sérieuse économie d'énergie fossile. Donc, troisième révolution industrielle selon Jérémy Rifkin, hydrogène vert, société hydrogène, et puis un bouquin extrêmement important, on va parler de quiz tout à l'heure, un bouquin extrêmement important de Jérémy Rifkin, qui est le Zero Marginal Cost Society. Donc, quand on dit coût marginal zéro, est-ce que vous savez, en comptabilité, en finance, ce que c'est que le coût marginal zéro? C'est quand un nouveau client ne coûte rien. Donc là, il y a 5 places de libre, là, il y a 2 places de libre. Si on mettait 6 étudiants en plus dans cette salle, qu'est-ce que ça coûterait à GEM en plus? Rien, on a la salle, on a le prof, on a la projection, il y a tout. Ça ne coûterait rien en plus d'avoir 6 étudiants. La vidéo est transmise par Zoom. Qu'est-ce que ça fait à GEM? Il y a 1000 personnes connectées à Zoom et qui suivent le cours. Rien, le cours, on a les caméras, c'est déjà sur Zoom, il y a un accès libre, on met 1000 personnes à 1 euro la personne sur Zoom. On gagne 1000 euros par heure de prof, multiplié par le nombre de salles qui est ici. On peut se faire 100 000, 150 000 euros par semaine. Et qu'est-ce que ça coûte en plus? Ça ne coûte rien en plus. C'est ça qu'on appelle le coût marginal zéro. C'est-à-dire qu'un nouveau client ne nous coûte rien. Donc c'est ça que Jérémy Rifkin décrit dans Zero Marginal Cost Society. On est dans une société où beaucoup d'entreprises ont un coût marginal nul de la conquête d'un nouveau client. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires d'entreprise, du coup, ça devient de la marge.
vous faites 10 de chiffre d'affaires en plus, et la marge, c'est 10. Alors peut-être qu'on peut enlever, s'il y avait 6 étudiants en plus, peut-être que la salle serait plus chaude, il faudrait la climatiser, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose en plus s'il y avait 6 étudiants de plus. Ça coûterait très peu plus cher. Donc sur 10 qu'on gagne en plus, on aurait 9,5 de marge. Vous avez vu les résultats de Nvidia sur le dernier trimestre? Un trimestre, 60 milliards de chiffre d'affaires par trimestre, 30 milliards de bénéfices. Donc 50% de bénéfices. Sur 60 milliards, c'est pas 60, 58 milliards. 60 milliards de chiffre d'affaires en un trimestre, 30 milliards de bénéfices. 50%. Et eux, ils ne font pas du zéro marginal cost, parce que eux, ce qu'ils vendent, vous connaissez le produit le plus vendu chez Nvidia, c'est la carte graphique. Elle a un nom, c'est la carte graphique la plus vendue aujourd'hui. Blackwell, c'est la carte graphique la plus vendue aujourd'hui chez Nvidia. Et donc, 50% de bénéfices. Ce n'est pas 50% de marge. Je vais faire la différence entre la marge nette, marge brute et bénéfices. Vous savez, cette entreprise, elle est extrêmement profitable. Et elle met fin à la polémique sur y a-t-il une bulle de l'IA? Nvidia dit clairement, non, il n'y a pas de bulle de l'IA. Donc, lisez, enfin, ne lisez pas, vous savez comment on lit les bouquins, ne lisez pas ces livres. Retenez le nom de l'auteur, j'ai lu les films. Notez et retenez, c'est ça qui est important, le titre du livre, pour pouvoir le citer, et retenez la thèse qui est défendue dans le livre. Et après, quand vous discutez, quand vous argumentez, quand vous débattez avec quelqu'un, vous pouvez lui balancer un Jeremy Rifkin dans Zero Marginal Cost Society dit ça, ça et ça. Après, si vous avez envie de lire le livre, allez-y, ça fait plaisir, lisez le livre. Je préfère que vous reteniez la thèse, le titre, la couverture, éventuellement le nom de l'auteur, et que vous puissiez appuyer votre argumentation à l'aide de thèses comme celle-là ou d'articles du World Economic Forum. Sur le World Economic Forum, ils prétendent que la masse de travail ne va pas être utilisée par l'IA, mais au contraire, qu'il va y avoir une augmentation. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le World Economic Forum, ce n'est pas un groupe extrême ceci ou extrême cela, c'est le World Economic Forum. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Comme quand vous citez la Harvard Business Review, la HBR, quand vous citez la HBR, c'est une revue qui est ni de droite ni de gauche, et ni extrémiste pro-machin ou pro-truc. C'est une université, comme le MIT, c'est une université qui publie des informations. Vous devez vous appuyer. Vous ne pouvez pas dire, et dans les débats et tout, prétendre que blablabla, vous avez toute la réflexion. C'est un peu comme la philosophie. En philosophie, on s'appuie sur des auteurs, des citations, des thèses, et on dit, voilà, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Nous, on pense ça. Mais on sait ce que d'autres ont déjà dit avant. Donc, c'est important pour vous que vous ayez cette culture par rapport à... Là, c'est juste un auteur, Jérémy Rifkin. Donc, on avance un petit peu. Voilà la théorie que moi j'avance, qu'elle me paraît plus sensée. On en est en ce moment en train de vivre, et elle n'est pas finie, la troisième révolution industrielle, parce que dans les NBC, moi j'inclus l'informatique des années 90. J'inclus Internet, j'inclus les réseaux sociaux, et j'inclus bien sûr l'IA et les mouvements qui sont sur l'IA. Donc le N de NBIC, ça veut dire nanotechnologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que nanotechnologie? C'est les technologies quantiques qui arrivent au niveau de l'atome, 10 puissance moins 9 mètres, donc le nanomètre. Et par exemple, une boîte comme ASML, vous connaissez ASML? ASML, c'est la seule entreprise au monde, elle est hollandaise, la seule entreprise au monde qui s'est gravé des wafers, les wafers c'est des plaques de silicium, qui s'est gravé des wafers à 2 nanomètres de distance et qui permet donc d'avoir des processeurs hyper puissants. C'est la seule boîte au monde, il n'y en a pas une autre, qui sait faire de la gravure à échelle de 2 nanomètres. Les machines de chez ASML valent 40 millions de pièces. Et elles sont transportées par 2 ou 3 Boeing Cargo A747 et elles sont vendues. Et il y a un embargo
sur la Chine. C'est-à-dire qu'ASML n'a pas le droit de vendre ses machines à la Chine pour pas que la Chine ait accès à la gravure à 2 nanomètres, qui donnerait un avantage, non pas concurrentiel, mais une égalité concurrentielle à la Chine. Et aujourd'hui, l'Europe et l'Amérique ont décidé de bloquer la Chine en termes de machine ASML. Il n'y en a pas d'autre au monde, c'est la seule machine ASML qui permet de faire le L de ASML, lithographie. Et donc la lithographie, c'est la manière de graver à échelle de 2 nanomètres. Donc c'est la seule boîte qui fait ça. Donc retenez tous ces noms-là, ça fait partie de la culture technologique que vous devez avoir. C'est important de pouvoir citer ça. Donc ça fait partie des nanotechnologies. Donc là, on est à l'échelle quantique. Donc là, on est à l'échelle quantique. Le quantique, c'est vraiment l'atome. Ce qui se passe au niveau de l'atome, vous savez, vous avez quand même eu des formations un peu scientifiques, ce qui se passe au niveau de l'atome est complètement différent de ce qui se passe au niveau d'une salle, d'une ville, au niveau non atomique. On n'a pas la même gravité, et c'est là qu'on arrive à faire de l'informatique quantique, si on arrive vraiment à descendre au niveau de l'atome. Là, c'est le N de nanotechnologie. Le P et NPIC, c'est les biotech. Les biotech sont capables de nous sauver éventuellement en cas de grande épidémie, en cas de grand problème. Et dans les biotech, il y en a une que j'aime particulièrement, vous la connaissez, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme, ça consiste à copier la nature. La nature, c'est la meilleure industrie du monde. Elle fait 0 déchet, elle consomme 0 carbone, elle prend le soleil, elle fait la photosynthèse, elle prend la chlorophylle, les déchets sont recyclés automatiquement. Alors, pas en jour, ils sont recyclés sous l'échelle de 1 an, 2 ans, 3 ans. Les feuilles mortes font de l'humus, fait venir le ver de terre aère la terre et fertilise, et bing, il y a d'autres choses poussent derrière. Donc la nature, c'est un organisme magnifique. Et le biomimétisme consiste à s'inspirer de la nature pour faire des produits industriels. Donc, si on s'inspire, par exemple, du cerveau du pivert, on a le meilleur casque moto qui puisse exister. Le pivert, il tape comme un fou avec sa tête, avec son bec sur des troncs d'arbres, et son cerveau est intact. Pourquoi? Parce que sa langue, elle fait 10 fois la longueur de son corps, et il enroule sa langue autour de son cerveau, et comme ça, son cerveau baigne dans un liquide, je ne sais pas quoi, et il peut taper comme un dingue sur les arbres sans se cramer le cerveau. Donc si on s'inspire du pivert pour faire des casques de moto, on a le meilleur casque du monde. Si on s'inspire du Polycéphalum physarum, Polycéphalum, c'est le blob, cet organisme unicellulaire, vous avez vu, c'est le blob, c'est un organisme qui ressemble un peu à une momie et qui est unicellulaire. Unicellulaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de Dieu, puisque c'est une seule cellule. Et bien, avec une seule cellule, donc c'est vraiment l'organisme le plus bête du monde, il n'y a qu'une cellule. Il se reproduit et il invente les réseaux les plus performants du monde. Donc, si vous voulez faire un réseau hyper performant de connexion Internet, de câbles sous-marins, c'est le blob qui vous donne le meilleur chemin de câbles sous-marins pour que tous les continents soient reliés et que tous les data centers soient reliés les uns aux autres avec un minimum de latence. C'est le blob qui va nous donner la solution à tout ça. Vous connaissez le poisson qui s'appelle l'axolotl? Il vit 400 ans et il est capable de régénérer ses membres. Donc, si on étudie comment l'axolotl fait pour survivre, on a une bibliothèque de médicaments qui est à ce jour inexploitée. C'est ça le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est d'aller voir ce qui se passe dans la nature et de le copier à un niveau industriel. Et la nature, c'est une bibliothèque fantastique qui est complètement sous-utilisée. L'homme croit qu'il est plus malin parce qu'il a la technologie, il a ChatGPT, il a des grosses prises électriques et des gros outils. Mais si on va regarder comment ça se passe chez les fourmis, comment ça se passe chez les abeilles, je connais rien, c'est mon métier. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dans des conférences, podcasts. Je suis nul dans ce domaine-là, mais il y a plein de possibilités extrêmement intelligentes pour s'occuper des biotechnologies et du fameux biomimétisme. Et puis le I, c'est les sciences de l'informatique.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a bien sûr le quantique qui va arriver, qui est en liaison avec le N de notre technologie. Il y a aussi tous les objets connectés, il y a tous les réseaux, il y a des dizaines de choses, les data centers, le cloud, et toutes ces choses-là. Et dans le T, les sciences cognitives, il va y avoir l'IA, il va y avoir tous les systèmes, tous les principes d'éducation, etc. Donc, voilà, vous avez ici une théorie des trois grandes révolutions industrielles. Je vous laisse imaginer quelle sera la suite. Donc, après NBIT, vous imaginez quoi? Je vous laisse réfléchir à ça. Maintenant, par rapport à ces différentes révolutions, je vous propose deux visions. Encore une fois, il n'y en a pas une qui est bonne, une qui est mauvaise. Je vous en propose deux. Vous choisissez parmi les deux celle qui vous paraît la plus cohérente ou en adéquation avec votre système de pensée. Une première pensée, qui est une pensée humaniste à la Michel Serres. Michel Serres est un sociologue, un philosophe sociologue français, membre de l'Académie française, malheureusement décédé depuis 2-3 ans. Et Michel Serres nous dit la chose suivante. En moins de 3000, quand l'homme et la femme inventent l'écriture cunéiforme, c'est pas parce qu'il invente l'écriture qu'il arrête de parler. Il continue à parler, et en plus, il y a l'écriture. En 1455, quand Gutenberg invente l'imprimerie, c'est pas parce que Gutenberg invente l'imprimerie qu'on arrête d'écrire à la main et qu'on arrête de parler. Et de la même manière, c'est pas parce qu'en 2000, on invente ces fameuses NPIC qu'on va arrêter de lire des livres, qu'on va arrêter de parler, qu'on va arrêter d'écrire. Donc, selon Michel Serres, et je vous laisse encore une fois prendre position quelle est la version que vous préférez, selon Michel Serres, c'est là le point important, selon Michel Serres, les révolutions sont incrémentales et amélioratives. Elles nous augmentent. Donc nous sommes améliorés, nous sommes augmentés grâce aux différentes révolutions industrielles. Et vous avez une autre vision qui est celle de Luc Ferry, qui consiste à dire que en 1800, il y avait la vapeur, l'électricité a remplacé la vapeur a elle-même remplacé la force des animaux, des chevaux et des bœufs qui faisaient les récoltes. L'électricité remplace la vapeur et en 2000, l'électricité remplace l'électricité. Si vous reconnaissez là une vision transhumaniste, c'est une vision, si vous connaissez le terme, une vision schumpeterienne, à savoir de l'innovation destructrice ou de la création destructrice. C'est-à-dire qu'une innovation, les NBT, viennent détruire l'innovation précédente. Donc ça a l'air de rien comme différence entre la colonne gauche et la colonne de droite, mais si on se fie à la vision de Luc Ferry et de Laurent Alexandre, tu ne peux pas toucher ton portable. Ouais, il ne faut pas. C'est dur pour moi aussi. Non, c'est dur pour moi de voir quelqu'un qui... Ouais. Donc, notre ami, si vous croyez notre ami Luc Ferry, ça veut dire que l'IA va nous remplacer. Si vous croyez Michel Serres, ça veut dire que, au lieu de nous remplacer, l'IA va nous augmenter, va nous permettre d'être encore plus performants. Et comme on est plus performant, on est plus productif, l'entreprise se développe et on embauche plus de monde. Donc cette version transhumanisme de Schumpeter et de création destructrice, elle est dangereuse parce qu'elle mène vers une conclusion qui est on n'aura plus besoin d'hommes parce que la machine va savoir faire, on va avoir des robots, on va avoir de l'IA, on va avoir ça. Plus besoin de réfléchir, tu appuies sur un prompt, ça fait le truc. Plus besoin de bosser, tu appuies sur un truc, il y a le robot qui vient, qui fait ton ménage, qui fait ta bouffe, qui fait tout ce que tu veux faire. Et puis si tu es chauffeur de bus, tu appuies sur un bouton, il y a un robot qui conduit le bus à ta place, et tu restes chez toi et tu supervises le robot qui conduit le bus. Bon, vous comprenez que, a priori, heureusement, on n'est pas dans cette vision-là. En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette vision-là. C'est une vision donc transhumanisme, schumpeterienne, et on est beaucoup plus. Après, vous choisissez la version que vous voulez. Moi, à mon sens, l'IA et toutes les technologies qu'on a à notre disposition sont à même de nous proposer des alternatives
Et on est capable à la fois de lire un livre, de scroller sur Internet, on est capable d'être addict aux écrans, mais d'être aussi addict à des réunions sportives, à des réunions d'amis et à des réunions où on échange des choses. Et on est capable de faire notre petit pique-nique, notre petit marché entre la technologie A, la technologie B, la technologie C, la technologie D, et la technologie D étant simplement, on est un groupe d'êtres humains et on se parle. On est capable de tout faire. Ça, c'est ma vision des choses, et j'espère qu'elle est bonne. C'est un peu triste d'aller vers une autre vision des choses. Mais j'ai une grande, non pas théorie, mais vision par rapport à ça, qui est de dire que Gutenberg est compatible avec Zuckerberg. Donc, ce n'est pas parce qu'on scrolle comme des fous tout le temps qu'on est incapable de lire des livres. Qui est-ce qui a acheté encore mieux? C'est la suite de plus égale plus. Le livre, il va se vendre, c'est une association pour ceux qui ne savent pas, couverture verte, celle qui a gagné cet été. Pour ceux qui en doutent, c'est un livre et elle a eu le génie de créer sa boîte d'édition, NIO. J'espère qu'elle publiera d'autres choses, d'autres auteurs, et que Squeezie sortira un livre et que si MrBeast sort son livre, elle le fera traduire et il sera distribué par l'édition. Et son livre, en tout cas encore mieux, s'oriente vers 250 000 ventes. Et ce n'est pas des gens de mon âge qui vont acheter encore mieux. C'est des jeunes qui, à la fois, sont sur les réseaux, à la fois suivent le blog d'août, à la fois vont à l'hôtel Mafouf. L'hôtel Mafouf, ce n'est pas du virtuel. C'est une expérience immersive pour voir des collections, pour voir un pot, pour faire ceci, pour faire cela. C'est du collaboratif, c'est du social. Et qui sont sur, bien sûr, les réseaux et qui vont acheter le bouquin. Donc l'idée qui consisterait à dire que tous les gamins sont devenus tarés à cause des écrans est une idée complètement stupide. À travers les écrans, à travers TikTok, le pire des réseaux sociaux, même à travers X, pour prendre le pire du pire des réseaux sociaux, on peut devenir extrêmement intelligent si on l'utilise bien. Si on l'utilise mal, on devient complotiste en 3 jours. Mais si on l'utilise bien, c'est un formidable réseau social. Pareil pour TikTok. Si on l'utilise bien, on peut apprendre 3000 trucs sur TikTok. Et pas que des danses, et pas que des challenges à la con. On peut apprendre vraiment des choses extrêmement intéressantes sur TikTok. Pareil sur YouTube. Vous connaissez le principe, je ne vais pas vous développer. Vous le connaissez déjà, mais il est possible de se faire une véritable culture. Il y a des youtubeuses qui sont excellentes, qui donnent envie de lire via TikTok, via YouTube et qui ont d'excellents résultats. Les ventes de livres d'école. Le Bernard Pivot, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce brave monsieur, le Bernard Pivot d'aujourd'hui, c'est YouTube, c'est TikTok qui donne des conseils, et bien sûr aussi Trapenard, qui est fort sympathique. Mais les conseils, l'émission de Trapenard, elle est suivie par moins d'1 million de personnes. Si on cumule tous les booktubeurs, ça fait facilement 50 millions de personnes. Donc le poids aujourd'hui, il est dans les réseaux sociaux, il n'est pas sur la télévision. Je ne sais pas sur quelle chaîne Trapenard fait son émission, La Grande Librairie. C'est la 2, la 3, la 5. J'ai un doute, je sais pas, personne ne la regarde. Sinon, vous le sauriez. En revanche, donc il a 1 million d'auditeurs. Et si on fait le calcul de ce qui se passe sur les réseaux, c'est beaucoup plus d'un million de followers, 1 million d'abonnés. Donc, Zuckerberg est compatible avec. Pourquoi j'ai mis Sandberg derrière? Parce que j'aime bien citer la COO, l'ancienne CEO, l'ancienne COO de Facebook qui s'appelle Sheryl Sandberg. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Elle est toujours, elle ne bosse plus chez Facebook. Elle était vraiment absolument fantastique. C'est elle qui a fait le développement de Facebook. Tout comme ce n'est pas Elon Musk qui a fait le développement de SpaceX, c'est une femme qui s'appelle Gwynne Shotwell qui a fait le développement de SpaceX. C'est elle qui a négocié avec la NASA, c'est elle qui a développé les moteurs, c'est elle qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, SpaceX il fait 2 lancements par semaine, donc 100 lancements par an, alors que Ariane, avec
le CEA, avec l'ESA, avec Ariane Espace, avec Kourou, avec tout ça. Ariane, c'est un lancement par an. Et ils pensent qu'en 2026, ils font 2 lancements, 50% de fois, ils vont doubler. Et 2 lancements, on est loin des 100 lancements de SpaceX. Donc, Gwynne Shotwell a plié le game de l'espace, tout comme Sheryl Sandberg a plié le game des réseaux sociaux avec Facebook et puis tout ce qu'il y a dans Facebook et dans Meta. Elle est partie quand Facebook est devenu Meta, parce qu'elle ne croyait pas du tout au métaverse. Elle a eu raison, parce que finalement, le métaverse s'est avéré être rien du tout, alors que l'IA s'était avéré à peu près tout. 2 anecdotes. Une anecdote sur Gustave Flaubert, ça vous parle? La mère de Gustave Flaubert disait à Gustave, arrête de lire, tu vas devenir stupide, sors dehors, jouer avec Crapaud dans les temps et tes crapauds. Donc, à l'époque, au 19e siècle, à l'époque de Flaubert, passer plus d'un quart d'heure à lire par jour, c'était devenir stupide. Aujourd'hui, les parents disent pareil sur les écrans. Arrête de faire des écrans et lis un livre. Comme quoi, la vision de ce qui rend stupide est variable. Aujourd'hui, les écrans, on pense que les écrans rendent stupides. Hier, on pensait que la lecture rendait stupide. Bon, la lecture ne rend pas stupide, ça vous avez compris. Et j'espère que vous êtes convaincus que les écrans ne rendent pas stupides. Il y a plein de médecins qui font des grandes théories. Les écrans avant 5 ans qui tuaient le cerveau de l'enfant, pas du tout. Sauf si tu lui fais voir des trucs complètement nazes. Et deuxième anecdote, je pense que vos parents vous ont dit arrête de jouer à la console, arrête de jouer à Nintendo, la NES, la PlayStation, la Play, quoi d'autre. Demain, les parents diront à leurs enfants, il faut que tu sois platinium sur l'or, il faut que tu performes, joue encore, t'as pas atteint le bon niveau, un peu comme on dit aujourd'hui, fais tes devoirs. Demain, on dira, vas-y, passe-moi 3 niveaux sur World of Warcraft, sur LoL, sur n'importe quoi d'autre. Genre le défi d'Inoxtag qui a raté, mais demain, les parents vont pousser leurs enfants à jouer aux jeux vidéo parce que l'e-sport prend de l'importance. Les e-sporteurs les plus connus, les équipes les plus connues gagnent plus d'argent que les sportifs des JO. Donc, ça va devenir un vrai métier. Comme la créateur économie devient un vrai métier. On va dire aux enfants, tourne des vidéos, poste-les sur YouTube. Si tu n'as pas 20 000 followers de plus cette semaine, tu seras obligé de retourner à l'école. Donc, les critères changent. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Dans la transformation, les critères changent. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Vous avez une question? Non, je veux juste faire une chose. En fait, les écrans, avant, on disait que l'écriture, le fait de lire, ça rend stupide et que les écrans, en fait, ça rend stupide, mais c'est vrai qu'un enfant, quand il le met devant un écran d'acteur, mais pas du tout de la même manière qu'un enfant, c'est Ok. C'est un point de vue, c'était pas le mien. C'est le point de vue défendu par beaucoup de psychiatres, par beaucoup de pédiatres. C'est pas mon point de vue. Mais je respecte les deux visions. Alors, petit passage, un point technique à connaître qui s'appelle l'effet rebond. J'en ai déjà parlé quand on a parlé d'écologie. Qui s'appelle aussi le paradoxe de Stevens. Salut. Vous l'avez vu? On ne sait pas. D'accord. Okay. Vous avez pu suivre le début? T'as pas eu bien? Non. Okay. Donc paradoxe de Stevens ou effet rebond. C'est quelque chose qui est très contre-intuitif, qui consiste à dire l'IA va baisser en termes de consommation électrique, l'IA va coûter de moins en moins cher. Attention à la conséquence. L'IA va coûter de moins en moins cher et va consommer de moins en moins d'électricité. Donc, on va économiser du CO2 parce que l'IA coûte de moins en moins cher. Eh bien, l'effet rebond ou le paradoxe de Stevens dit le contraire.
si l'IA devient de moins en moins chère, alors les gens vont l'utiliser de plus en plus. Et donc, on consommera autant. Vous Vous connaissez la loi de Moore qui date des années 70, écrite par Gordon Moore, c'est le fondateur de Intel, qui est aujourd'hui bien en grande difficulté. Donc, vous voyez Intel qui est en grande difficulté. Il y a 10 ans, Intel, c'était le king des processeurs. Avec Intel Inside, dans tous les ordinateurs, il y avait un logo, il y avait un autocollant, Intel Inside. Intel, c'était le dieu du processeur. C'était une des plus grosses boîtes du monde. Ils ont tellement été sûrs de leur succès qu'ils sont devenus arrogants et qu'ils ont dit non, mais c'est nous les meilleurs, donc les innovations, c'est nous qui décidons. Et c'est nous qui disons au marché quand on veut faire cette innovation, cette innovation, cette innovation. Selon les constructeurs, ils ne sont pas allés assez vite, ce qui a eu comme conséquence que le premier, Apple, a arrêté d'utiliser des processeurs Intel pour passer à des processeurs qui sont designés par ARM et qui sont fondés par TSMC et qui sont les processeurs propriétaires d'Apple. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui avait tout pour réussir, Intel, aujourd'hui, c'est le vilain canard boiteux qui ne sait même pas faire un processeur pour un mobile parce qu'il consomme trop d'énergie et donc ils sont cramés. Il ne sait même pas faire un processeur pour un ordinateur parce que pareil, ils ne sont pas au bout du jour. Et aujourd'hui, tout le monde préfère la technologie NVIDIA ou la technologie ARM ou ce que fait TSMC en direct avec d'autres boîtes qui s'appellent Micron, qui s'appellent différemment. Après, ça devient trop technique pour le niveau de cette classe. Ce n'est pas intéressant pour vous de savoir tout ça. Mais c'est intéressant pour vous de comprendre que Kodak a été le dieu de la photographie et aujourd'hui c'est plus rien. Que Nokia a été le dieu du smartphone et aujourd'hui c'est plus rien. Que Intel a été le dieu du processeur et aujourd'hui c'est plus rien. Donc ça veut dire que si on ne se transforme pas rapidement, si on n'est pas agile, si on ne se remet pas en question, parfois on finit par crever parce que justement, le succès mène à l'arrogance, c'est-à-dire on est les leaders, on sait ce qu'on fait, et l'arrogance mène à l'échec. Est-ce que vous vous souvenez de ce slogan de Amazon qui dit « It's always day one ». Je vous l'ai déjà dit, ça vous parle? Vous vous souvenez, non? Qu'est-ce que ça veut dire « It's always day one » Ça veut dire c'est toujours le premier jour, donc on a tout à apprendre. Amazon, c'est le plus gros distributeur, c'est le plus gros e-commerçant du monde. On pourrait dire, hey, les gars, en logistique, c'est bon. C'est moi le plus gros, je sais faire. C'est moi qui ai le plus gros chiffre d'affaires business du monde. Donc on sait faire. C'est nous qui avons la plus grosse logistique, on sait faire. C'est nous qui avons le plus gros data center du monde avec AWS, on sait faire. Eh ben non, chez eux, non. Si vous êtes nouvel employé chez Amazon, vous arrivez à une idée, vous dites, on va tester. Et on teste. Si ça marche, on le déploie sur tout Amazon, sur tous les data centers. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, on accueille avec plaisir toutes les idées de toutes les personnes, avec aucune arrogance, en disant « It's always day one ». C'est le premier jour, donc allez-y, on fait la suite. Donc, vous savez qui a fondé Amazon, c'est Jeff Bezos, bien sûr. Et aujourd'hui, il ne dirige plus Amazon, il a passé la main à quelqu'un qui s'appelle Andy Jassy, qui était avant le patron de AWS. Donc je reviens sur le paradoxe de Jevons. Le paradoxe de Jevons dit que quand une technologie devient plus abordable, comme la loi de Moore par exemple, les ordinateurs coûtent 2 fois moins cher que 18 mois, on se dit ok, du coup on va économiser de l'argent, mais au lieu d'économiser de l'argent, on achète des ordinateurs. Donc on a dépensé la même somme. Ou on achète un ordinateur et un smartphone. Si les ordi coûtaient 10 000 euros, vous auriez soit un ordi, soit un smartphone. Vous ne payez pas les deux. Mais comme les prix baissent, du coup, vous pouvez vous payer un smartphone, une tablette et un ordi. Et parfois même un desktop pour ceux qui sont gamers, et parfois même un deuxième ordi de sauvegarde. Si c'était beaucoup plus cher, s'il n'y avait pas cette loi de Moore, vous n'auriez qu'un seul ordi, qu'un seul smartphone, et on aurait trouvé un système pour
c'était un des projets de Microsoft, raté le virage des smartphones. On aurait un smartphone sur lequel on n'aurait qu'un smartphone, pas d'ordi. Smartphone sur lequel je pouvais faire un plus. Smartphone sur lequel on pourrait brancher un écran 13 pouces, comme ceux que vous avez sur vos laptops. Smartphone sur lequel on pourrait brancher un keyboard, un clavier, et on aurait un ordinateur avec le smartphone. Mais comme c'est moins cher, effet Jevons, comme c'est moins cher, du coup, on a les deux. Vous comprenez cet effet rebond? Donc, on croit qu'on a économisé parce que ça se commoditise. Retenez ce terme de commodisation. Ça veut dire que ça devient comme IA, par exemple. IA, au début, c'était un peu compliqué à utiliser. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Elle est de partout. Donc, c'est ce qu'on appelle la commoditisation de l'IA. Ça vient partout. Et comme ça vient partout, ça consomme plus. Je vous rappelle que ChatGPT a 1 milliard d'utilisateurs par mois. 1 milliard. Donc, un habitant sur 8. Et à chaque seconde, ChatGPT reçoit 29 000 prompts. Donc, il y a 29 000 demandes à ChatGPT par seconde. Donc, certaines demandes sont la recette du guacamole. Je pense que ce n'est pas très intéressant de déranger ChatGPT pour demander la recette du guacamole. Il y a plein de sites sur lesquels on sait qu'elle est, donc il vaut mieux aller sur ces sites. Mais comme on est devenu feignant et que ChatGPT fait tout, on lui demande la recette du guacamole aussi. Et comme c'est gratuit ou très peu cher, on l'utilise beaucoup. Si on payait au prompt, 1 euro le prompt, je pense que la recette du guacamole, on ne la demanderait pas à ChatGPT, on la demanderait à quelqu'un d'autre qui est gratuit. Mais vu que c'est commoditisé, vous avez compris, du coup, on utilise ça, les rebonds, les effets Jevons, très important de bien le comprendre, parce qu'on croit toujours qu'on va faire des économies, et en fait, on se gourre parce que la consommation se multiplie par 2, alors qu'on pensait qu'on ferait des économies, on dépense autant, mais on n'a plus d'usage. C'est tout le problème des data centers aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on raconte depuis le début, les NBIC, les transformations digitales, les révolutions, tout ça, ça a pour, dans le cadre de ce qu'on dit ensemble, si on était à Polytechnique, dans un labo de recherche, on aurait un autre but. Si on était à la NASA, on aurait un autre but. Là, dans une école de commerce, tout ce qu'on dit là, ça a pour but la transformation digitale des entreprises, ou la transformation numérique d'entreprise. Ou, si vous voulez être plus soft, l'évolution de l'entreprise. Parce que l'évolution, parce que l'entreprise, c'est un être humain qui grandit, et vous grandissez. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous utilisez d'autres outils. Donc, il y a une transformation digitale de l'entreprise, et c'est vous qui devez la mettre en place demain. Et donc, je voudrais juste, ça fera partie du quiz tout à l'heure, c'est juste pour distinguer les deux grandes parties de cette transformation digitale. Il y a une première partie qui va dans la value proposition, dans l'offre de l'entreprise. Le produit que vous vendez, l'offre que vous faites, le service que vous vendez. Bien, dans ce service, dans ce produit, il doit y avoir des NBIC. Donc, si demain, je ne sais pas qui a l'information, MrBeast a dit il y a 15 jours qu'il allait lancer des produits financiers. Est-ce que quelqu'un a vu les produits financiers de MrBeast? Non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est bien sorti, pas sorti, enfin bon, peu importe. Admettons que ce soit une carte bancaire, admettons que ce soit un placement, admettons que ce soit. Je ne sais pas ce qu'il va sortir. En tout cas, il a à la fois le budget pour faire quelque chose de sympathique, et surtout, il a l'audience, pas combien de centaines de millions d'abonnés payent, donc avec 1 milliard. Peut-être un milliard, entre 500 millions et 1 milliard. Je pense, entre 500 millions et 1 milliard. Si on cumule son YouTube, son Instagram, mais c'est différentes chaînes YouTube, je pense qu'on n'est pas loin d'un milliard, il peut parler à 1 milliard de personnes. Donc ça veut dire que quand il va lancer un produit financier, je ne sais pas ce que ça sera, parce que je n'ai pas vu le lancement, je n'ai pas vu de quoi c'est encore, il va avoir un très fort retentissement. C'est quoi le produit qu'il va lancer?
je suis sûr et certain qu'à l'intérieur, il y a des NPI. Il y a Il y a du IA, il y a de l'IoT, il y a de l'informatique, il y a quelque chose de spécial. On ne va pas lancer la carte bancaire comme nickel. Non, il va lancer quelque chose de spécial. Donc, dans la transformation digitale, il y a une première partie qui est ce que l'on vend et dans lequel on inclut des NPI. Et il y a une deuxième partie qui est le process de l'entreprise, les méthodes de travail de l'entreprise, le recrutement, la finance, la manière que l'entreprise a de faire la comptabilité. Donc tout ça, ça fait partie du deuxième pôle. Comment est-ce que l'entreprise fait sa communication digitale? Comment est-ce qu'elle fait son contenu? Comment est-ce qu'elle fait les différentes choses qu'elle fait? Et tout ça, ça peut être fait grâce, encore une fois, au NDIC. Si on s'inspire des fourmis, si on s'inspire de l'IA, si on s'inspire des IoT pour améliorer les processus de l'entreprise, alors on a une entreprise qui a un bon processus. Donc là, vous voyez, il y a deux dimensions. Dans chaque dimension, on peut être oui, non. Ça vous donne une matrice de 2, donc 4 cases, avec dans l'une de ces 4 cases, le cas le plus favorable. Votre entreprise, elle a des produits avec les NBIC et elle a des processus avec les NBIC. Et la case la moins favorable, c'est une entreprise qui n'a pas des produits modernes, qui n'a pas des processus modernes. Donc, analysez dans quelle case se situe votre entreprise. Est-ce que vous êtes agile? Est-ce que vous êtes moderne dans les processus? Est-ce que les réunions durent un quart d'heure à distance avec un assistant IA? Ou est-ce que vous êtes toujours dans votre entreprise, dans l'ancien système, des réunions de 2 heures qui n'en finissent pas, le compte rendu arrive 15 jours après, et on passe une demi-heure à fixer la date de la prochaine réunion. Donc on est toujours dans l'ancien système habituel. Donc l'entreprise n'avance pas. Et donc, je vous invite à classer vos entreprises dans l'une des 4 cases de ce que je viens de définir ici. Et si vous êtes dans la case du haut, à savoir, vous avez des produits modernes et les processus sont modernes, génial. Si en revanche, vous n'avez ni les bons produits ni les bons processus, changez de boîte. Parce que vous allez être à la traîne. Et c'est comme ça que Kodak est mort. Kodak a inventé l'appareil numérique et ils ont dit, on n'y croit pas du tout. Donc, ils se sont trompés sur le produit. Et l'organigramme de Kodak, comme Kodak est très profitable, ils avaient des centaines de groupes projets qui pondaient des centaines de projets avec un truc hyper pyramidal. Donc, avant que l'information remonte au patron tout en haut, il fallait 2, 3, 4, 6 mois de réunions pour que l'information remonte en haut. À force d'être un énorme éléphant imbougeable, ils sont morts directement. Comme Intel, comme Nokia, comme Polaroid. C'est peut-être des boîtes que vous connaissiez déjà, qui avaient un petit retentissement. Et bien ces boîtes-là sont mortes de cette non-transformation, cette non-évolution de l'entreprise. Sujet suivant, un peu comme on a vu les différentes révolution industrielle. Donc, ça avait pour nom une technologie. Là, c'est presque la même chose, mais ça a pour nom une méthode de travail. Et la première méthode de travail qui est venue bouleverser l'économie, c'est ce qu'on appelle la servicisation. La servicisation, c'est quoi? C'est la transformation d'un produit en un service. Vous connaissez les baskets on-running? Donc, vous achetez vos baskets, version produit, vous achetez vos baskets, vos sneakers, vous allez au magasin, en ligne, vous choisissez vos sneakers, ça coûte 100 €, vous payez 100 €, vous recevez vos sneakers, vous les utilisez pendant 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, quand elles sont cues, vous les jetez, vous allez acheter une nouvelle paire de sneakers. Ça, c'est la version produit. Ce que on-running lance, c'est un abonnement à 30 € par mois. Vous recevez des sneakers qui sont entièrement recyclables. Quand elles sont sales ou qu'elles ne vous plaisent plus, vous les renvoyez et on vous renvoie une paire neuve, du recyclage, de ce qu'a fait tout le monde.
Et donc, c'est un abonnement à 30 € ou 15 € par mois. Et j'ai plus le chiffre, entre 15 et 30 € par mois, vous payez un abonnement et vous recevez régulièrement vos nouvelles stickers. Donc, vous ne possédez plus vos stickers, c'est plus les vôtres. Vous avez le droit de les utiliser. Quand elles sont sales, quand elles sont abîmées, vous les renvoyez, on vous envoie une carte. Donc, c'est ça la certification. On transforme un produit en un service. La servicisation des voitures, ça consiste à ne plus acheter une voiture, mais à louer une voiture quand vous en avez besoin. Vous connaissez l'application GetAround. Avec GetAround, vous savez quelles sont les voitures disponibles dans un périmètre 100 mètres. Vous choisissez votre voiture, vous allez avec votre smartphone, vous la débloquez, vous conduisez pendant 6 heures, 6 jours, peut-être pas 6 mois, je pense que ce n'est pas possible, mais 15 jours, vous conduisez votre voiture et vous la redéposez dans la rue, vous la fermez avec le smartphone et vous êtes facturé à l'heure ou à la journée, vous êtes facturé selon le prix que vous avez. Donc, inutile d'acheter une voiture, de posséder une voiture. En revanche, c'est intéressant de pouvoir jouir de l'utilisation d'une voiture sans avoir dépensé l'argent pour la posséder. C'est ça la servicisation. Et ça a été théorisé par un éditeur en chef justement de la HBR, Harvard Business Review, qui s'appelle Levitt. Vous avez tous partout dans la discussion personnelle. Donc Théodore Levitt nous dit que, retenez bien cette phrase, elle est emblématique. Théodore Levitt nous dit que les gens ne veulent pas de perceuses, ils veulent des trous dans les murs. Ça veut dire que si votre objectif c'est de faire 3 trous dans les murs parce que vous aménagez un nouvel appartement, n'achetez pas une perceuse pour faire 3 trous, mais empruntez une perceuse, louez une perceuse pour faire 3 trous et vous rendez la perceuse à la personne qui a la perceuse. Ça vous évite de la stocker, ça vous évite de la payer, ça vous évite de l'entretenir, ça vous évite de faire ce qu'il faut faire pour garder cette perceuse. Surtout qu'une perceuse, on va s'en servir à tout casser 10 fois dans sa vie. On a un fois dans sa vie si on est bricoleur. Mais on ne se sert pas tous les jours d'une perceuse. Donc ça ne sert à rien d'avoir, de posséder une perceuse. Il y a une personne, j'ai oublié son nom, je vais la rechercher depuis entre midi et deux. Il y a une personne absolument géniale, trouvez-moi son nom, c'est la fondatrice de Too Good To Go. La fondatrice de Too Good To Go, elle a lancé une application dans Too Good To Go. C'est une application alimentaire qui permet aux boulangeries, aux supermarchés de Lucie Bach. Donc cette Lucie, elle a lancé Too Good To Go, donc qui permet aux supermarchés, aux boulangeries de dire voilà, vous file en fin de journée 5 croissants pour 1 € parce que de toute façon, je vais les jeter, donc je les vends à 1 € les 5. Il y a un supermarché qui vend un panier avec chose pour 3 €. Donc, Too Good To Go. Et elle a lancé une application qui s'appelle Poppins, comme Mary Poppins, et sur lequel on peut demander à son voisinage qui me prête une perceuse. Donc ça fait 5 points la perceuse, et moi en échange, je te prête un vélo, ou je te prête une tronçonneuse, ou tu me prêtes ton sécateur, je te prête. Et donc on s'échange. Qui veut une poussière pour faire un couscous, comme une couscous, on peut avoir sa vie 2, 3, 4, ou une raclette, un appareil à raclette, je vais emprunter un appareil à raclette et j'échange une perceuse ou j'échange contre quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est de la servicisation. Donc retenez cette phrase de Levitt, les gens ne veulent pas des perceuses, ils veulent des trous. Mais vous comprenez bien que l'industrie préfère vous vendre des perceuses. Parce qu'ici, dans cette salle, il va y avoir 20 couples qui achètent chacun une perceuse. Pour moi, qui m'appelle Black & Decker, Ryobi ou n'importe quoi, Parkside, j'ai vendu 20 perceuses. Je suis hyper content. Si au lieu de vendre 20 perceuses, j'en vends une à un couple de cette classe et que vous la prêtez, moi, j'ai vendu qu'une perceuse. Levitt, L-E-V-I-T. Donc moi, industriel, j'ai intérêt à vendre une perceuse par coup. Et à qui se l'échange pas. Et là, vous comprenez comment les entreprises qui sont intelligentes, qui sont agiles, vont anticiper la servicisation. Si je suis Black & Decker et que je sens que les gens ne vont pas acheter 20 perceuses, ils vont en acheter une et se la prêter entre eux. Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui mettrai en place le service de location, puisque je perds la vente de 20 perceuses?
autant que je gagne la location de ces 20 personnes. Plutôt que de laisser une personne faire cette location pour moi. Vous captez l'intelligence de la servicisation si elle est pensée par l'entreprise. Autre étape, la description. La description, retenez ce nom DNVB, je vais vous l'expliquer dans une seconde. La description, ça consiste à ce qu'une petite entreprise vienne concurrencer une très grosse entreprise qui était inattaquable. Et généralement, les entreprises qui viennent disrupter les grosses entreprises, on les appelle des DNVB. Donc DNVB, ça veut dire qu'il n'y a que le V qui est important. DN, ça veut dire Digital Native, donc ça veut dire né depuis 2000. Le B, ça veut dire Brand. Donc c'est des marques qui sont nées après 2000. Et le V, ça veut dire vertical. Vertical parce qu'elles font qu'une seule chose. Par exemple, le slip français, DNVB, ils se sont lancés aujourd'hui, ils font deux choses, ils se sont lancés en faisant des slips et des caleçons. Mais ils les faisaient mieux que tout le monde, plus écologiques. Ils sont allés prendre des parts de marché chez Calvin Klein, chez Ralph Lauren, chez Célio, chez Primark, chez tout le monde. Et ils ont fait des caleçons. Ils n'ont fait que des caleçons, donc ils sont verticaux. Pareil pour Jimmy Fairley. Ils font un certain type de lunettes et ils prennent des parts de marché à tout le monde qui sont établies depuis des années et des années. Des plus grosses boîtes dans la lunette s'appellent Essilor Luxottica, qui est une boîte franco-italienne. Ils se sont fait prendre des parts de marché par une petite marque qui arrive, qui s'appelle Jimmy Fairley, mais qui fait la verticalité. Ils font les montures, les verres, tout de A à Z. Après, on aime, on n'aime pas. C'est une question de goût, question de choix, mais c'est une DNVB. Vous en avez plein comme ça. Vous avez typologie, RSI, SVR. Il y a des centaines, bergamote pour les fleurs. Il y a des centaines de DNVB. Il y a même des DNVB industriels. Oui. Donc les DNVB, c'est des petites boîtes qui viennent prendre des parts de marché aux grosses entreprises. Absolument. Donc, typologie vient prendre des parts de marché à L'Oréal sur les produits qui sont éco-responsables, qui sont sans Toyota nativement et qui sont composés maximum de, j'ai plus le discours en tête, qui sont composés maximum de 3 ou 4 ingrédients. Et donc ce marché-là, il est pris par typologie. Qu'est-ce qui a acheté le calendrier de l'avant typologie? Personne. Il les a pas. 250. Oui, mais chacun va être spécialisé dans sa catégorie. Ils vont être sur une catégorie bien précise et ils vont attaquer un segment bien précis. Ils vont essayer de le faire verticalement, donc ils vont faire du mal aux grandes entreprises. Il y a même des DNVB dans le B2B. Il y a une DNVB qui s'appelle PayFix, qui fait qu'une chose, des fiches de paye. Les fiches de paye, c'était déjà fait par les ERP, c'était déjà fait par les logiciels de comptabilité, c'était déjà fait par les experts comptables, et c'est même fait à titre gratuit par, je ne sais pas quel organisme social, le TSE ou l'URSSAF, fait des fiches de paye gratuites pour l'entreprise. PayFix est lancé en disant, nous, on va faire des nouvelles fiches de paye mieux que tout le monde. Et il se trouve qu'ils font des fiches de paye mieux que tout le monde, et que toutes les grosses boîtes aujourd'hui, enfin quelques grosses boîtes aujourd'hui, font leur fiche de paye avec les. Donc ils font qu'une chose, la fiche de paye, c'est vertical, c'est une digital native parce qu'ils sont tout nouveaux, ils se sont faits très agiles, très rapides, très intelligents, utilisant les nouvelles technologies, et ils prennent des parts de marché aux vieux du truc, à Cégide, à SAP et à tous les experts comptables existants. Mais ils font que la fiche de paye. Et demain, il va y avoir une application qui fera que les notes de frais, mais qui les fera mieux que le monde. Et une application qui ne fera que les déplacements, mais qui les fera mieux que tout le monde. Ils font d'autres trucs. Oui, ils s'étendent, mais à la base, on attaque par une note de frais. Une fois qu'on a des clients en note de frais, pardon, en fiche de paye, et qu'ils sont contents, on va essayer de grignoter pour faire un peu plus de CA. Mais la base, c'est
L'historique de la base, c'est la fiche de paye. Comme le site français, à la base, c'est les et des créations. Aujourd'hui, ils font des chaussettes, des t-shirts, des jogging et plein de choses. Donc ça, c'est la disruption. J'ai bougé, j'ai éclairé, tant mieux. Ah bah non, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'écologie. On ne chauffe pas les bâtiments, on ne les rafraîchit pas. On crève de chaud, on crève de froid. Mais c'est écologique, c'est cool. Donc, troisième étape, l'ubérisation. Ça, c'est encore une étape un peu plus complexe. L'ubérisation. Ah ouais, dis donc. Pardon. Ah là 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 là. L'ubérisation, ça consiste, pour le coup, donc ceux qui étaient en ligne se sont fait couper par le truc. Donc, j'ai pas le temps de relancer. Vous leur dites, tant pis pour eux, vous avez qu'à être là. Donc, l'ubérisation, c'est encore pire. L'ubérisation, c'est pire. Parce que les boîtes, elles sont rien. Elles vont tuer, ça tout. Donc, l'ubérisation, ça consiste à être le premier transporteur du monde et à posséder aucune voiture. Donc, ce que fait Uber, par exemple, c'est le premier transporteur du monde, mais vous allez dans les... si, HDMI1, ça devrait marcher. Ils vont basculer sur le 2. Ah, c'est bon. Donc, Uber réussit à être le premier transporteur du monde et il ne possède pas une voiture, pas un camion, rien du tout. Airbnb, c'est le premier hôtelier du monde et il ne possède pas un appartement, pas un local, pas un hôtel, pas une chambre. Donc, l'ubérisation, c'est l'utilisation de ressources mutualisées qui ne vous appartiennent pas pour rendre un service et être la plateforme de ce service. Puisqu'on parle d'ubérisation, deux mots sur Uber, le fonctionnement de la société. Il faudrait dire Uber, c'est un mot allemand qui veut dire meilleur. Donc quand on parle de Uber, c'est le truc, c'est supérieur à tout ça. Donc la fameuse ubérisation ou fondement de la société Uber, ça a été fondé par Travis Kalanick, qui a eu l'idée de Uber à Paris, avenue Georges V, quand il cherchait un taxi qu'il ne le trouvait pas. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais pour la grande histoire, le slogan que je vous invite à poursuivre, vous allez vous faire défoncer par la compliance chez vous, par le juridique, par tout le monde. Mais le slogan que je vous invite à poursuivre dans votre vie, c'est le slogan de Travis Kalanick, à savoir « Je préfère présenter des excuses que de demander des autorisations ». Donc, si vous voulez avancer vite, si vous voulez faire des choses innovantes, il ne faut pas demander 15 autorisations en attendant que le juridique dise oui, la com dit oui, le financier dit oui, la norme X22 dit oui, le département dit oui, la région dit oui, le fisc dit oui, l'État dit oui. Et quand on a tous les oui, on lance le projet. Je vous le dis tout de suite, si vous faites ça, vous ne lancerez jamais rien. Donc l'idée de dire, on commence les choses, il ne s'agit pas de faire des choses illégales, bien sûr, hein, mais en faisant des choses légales, je commence les choses, et après, si c'est déclaré illégal, bah, je m'excuse platement. Platement, ça veut dire que je me mets à plat pour m'excuser. Je m'excuse sincèrement en disant ah, je suis désolé, on ne recommencera plus. Mais vous pensez que si Uber avait demandé aux 500 villes du monde dans lesquelles il y a des taxis, avait écrit à tous les maires en disant « Monsieur le maire, est-ce que vous acceptez qu'il y ait des voitures que je ne connais pas, qui roulent avec des chauffeurs que je ne connais pas, pour prendre des passagers que je ne connais pas, pour faire le travail des taxis que vous connaissez et à qui vous avez vendu une licence de 100 000 euros, est-ce que vous me permettez de faire ça? Est-ce que vous pensez que les mairies auraient dit oui? Ben, jamais de la vie. Donc, il aurait eu 500 refus et il aurait dit, ah bah zut, je ne peux pas lancer ma boîte de taxi, c'est dommage quand même. Bon, allez, on passe au second projet. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé, il a mis tous les taxis, tous les VTC, pardon,
il a mis tous les VTC, et du coup les taxis aussi, en rogne et dans la rue, il a mis tout ça en route, et après il y a des villes qui disent, non, non, mais chez nous c'est interdit. Oh, pardon, désolé, on s'en va. Et donc ils ont été bannis pendant 1 an de 2 villes, de New York et de Londres. Donc ils ont fait 1 an sans Uber dans Londres. Finalement, tout le monde s'est plaint, et le maire de Londres a dit, bah, finalement, vas-y, reviens. Et puis pareil à New York, vas-y, reviens. Donc finalement, ils sont de partout. Mais s'ils avaient demandé l'autorisation avant, ils seraient nulle part. Non, c'est fini. De toute façon, ça a toujours été un argent un peu spécial. On peut maquiller des comptes pour faire croire qu'on perd de l'argent, comme ça, personne ne nous fait chier. Donc c'est intéressant de faire des faux investissements, de dire, bah, j'ai tout investi, j'ai plus un centime. Comme ça, vous ne prenez pas d'impôts, et comme ça, vous ne venez pas me gueuler dessus si je prends trop de taxes sur les taxis. Et puisqu'on parle d'Uber aussi, que c'est le parti ubérisation, d'ailleurs, je vous apprends que ubérisation est un terme qui a été inventé par Maurice Lévy. Maurice Lévy, c'est le patron, l'ex-patron, parce qu'il a passé la main à quelqu'un d'autre, l'ex-patron de Publicis. C'est Maurice Lévy qui fait Vivatech aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est Vivatech? En mai-juin, c'est une fiesta technologique qui a lieu à Paris. C'est Maurice Lévy, le patron l'instigateur de Vivatech. Et donc, c'est Maurice Lévy qui a inventé le terme de ubérisation. Et pour tester vos capacités mentales à 15h31, je vous donne la stratégie de Uber. Vous êtes prêts? C'est assez bref, c'est assez puissant. La stratégie est la suivante. Le taxi est à Uber ce que le livre a été à Amazon. Si vous arrivez à processer, à comprendre et à développer, vous comprenez que demain, Uber dans la mobilité veut tout faire. Comme Amazon dans la distribution et le e-commerce fait tout. Il n'y a pas un produit qui n'existe pas chez Amazon. Eh bien, Uber veut faire toute la mobilité, à commencer par les taxis, puisqu'il a commencé par là. Mais derrière, dès que les repas bougent, c'est nous qui bougeons les repas. Dès que les gens déménagent, ce ne sera pas impossible que demain il y ait des déménageurs Uber. Ce ne sera pas impossible qu'il y ait des porte-containers Uber. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des trains Uber. Et pourquoi pas des avions Uber. Donc, la stratégie de Uber, c'est d'être le Everything Mobility. Comme Amazon, le surnom d'Amazon, c'est le Everything Store. Tout ce qui se vend sur Amazon. Or, Amazon n'est pas forcément le leader dans tout. Par exemple, dans les croquettes pour animaux de compagnie, le leader, c'est Zoopus. Amazon ne vend pas beaucoup de croquettes pour animaux. Ils sont dépassés par Zoopus, mais ils en vendent. Pareil sur la cosmétique, Amazon n'est pas le leader en cosmétique par correspondance, mais ils en vendent quand même. Et donc la stratégie de Uber, c'est de faire la même chose dans la mobilité. Dès que ça bouge, on peut appeler Uber. Et donc, il y a quelques expériences marrantes comme ça de Uber en bateau. Il en existe des hélicoptères Uber. Et ils ont fait plein de petites expériences. Mais demain, il y aura des porte-containers Uber, des trains Uber, des camions Uber, des camions de déménagement Uber. Et ce sera là la mobilité totale. Vous avez capté le principe? OK. Quatrième étape, on peut l'appeler tycoonisation. Un tycoon, c'est un géant asiatique. On peut l'appeler aussi dragonisation, le dragon chinois qui vient manger l'Occident. Moi, je préfère tycoonisation, c'est moins méchant qu'un dragon. Donc la tycoonisation, c'est toutes ces entreprises chinoises qui ont été brimées et frustrées dans un premier temps, qui maintenant prennent leur revanche et sont plus grosses que les entreprises occidentales. Par exemple, Alibaba. Amazon a été interdit en Chine. Donc les Chinois se sont dit, puisqu'on n'a pas Amazon, on va faire le Amazon chinois, on va l'appeler Alibaba. C'est Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui a été très controversé pour différentes raisons, mais bon, peu importe. Et Alibaba devient aujourd'hui, avec AliExpress en Europe, Temu, qui est le
pendant sur des produits de grande consommation, eh bien, Alibaba devient aujourd'hui plus important qu'Amazon sur certains produits. De la même manière, WeChat, vous savez qui est WeChat? C'est le WhatsApp chinois. Ça appartient à Tencent, qui est aussi un éditeur de jeux vidéo, mais qui a avant tout WeChat. WeChat, écoutez-moi bien, c'est la plus grosse application du monde. C'est l'application la plus rentable du monde. Grâce à WeChat et aux jeux vidéo, mais principalement à WeChat, Tencent est la 8e entreprise du monde. Grâce à une app. Non, la 8e en taille. En termes de chiffre d'affaires. 8e boîte du monde, WeChat. Pardon, Tencent, mais dans Tencent, il y a principalement WeChat. Donc ça veut dire que quand on prive les personnes de quelque chose, ils le copient et ils l'améliorent et ils le font encore en mieux. Et donc pareil, dans la tycoonisation, il y a des sociétés comme BYD. Vous voyez qui est BYD? Fabricant de voitures qui était tout petit, et aujourd'hui, c'est le premier fabricant de voitures électriques au monde. Devant Tesla, devant Ford, devant Renault, devant tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle la tycoonisation. Donc, c'est les Asiatiques qui développent mieux que nous les produits qu'ils ont envie de développer. C'est ça, oui. C'est un peu la revanche des Asiatiques. Donc, je vous le montre maintenant avec des noms d'entreprises dessus. C'est à peu près la même chose, vous allez capter assez vite. Donc, vous connaissez les GAFA, bien sûr. C'est un terme qui est surtout français, qui est assez peu utilisé aux États-Unis. On préfère aux États-Unis parler de Big Tech ou encore mieux de Mag 7 ou de Magnificent 7. C'est les 7 plus grosses boîtes de la tech. Vous les connaissez déjà, je vous les remontre en 2 secondes. Il y a Meta, bien sûr, Apple, Netflix, Google, Nvidia. Et voilà ce que donnent les différentes étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, et ça fera partie des workshops à faire tout à l'heure, d'inventer la suite. Donc, au-dessus des GAFA, c'était en 2000, il y avait les grosses boîtes occidentales installées depuis un siècle qui avaient un très bon business. Tranquille. Et tout d'un coup, ces grosses boîtes ont vu apparaître des gens comme les Amazon, Facebook, Apple est un peu plus vieux, mais ce n'est pas grave, Google, des toutes petites boîtes qui tout d'un coup, ou des DNVB, qui tout d'un coup sont devenues plus grosses que les vieilles boîtes historiques. C'est la fameuse première phase de disruption dont je parlais tout à l'heure. Et puis, 5 ans après, écoutez bien les vagues. Première vague, disruption de l'économie mondiale. Deuxième vague, ubérisation des GAFA. Donc, 5 ans après, 2010, 2015, les Natou arrivent. Natou, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. On peut ajouter Booking, on peut ajouter plein d'autres sociétés ici. Ces gens-là sont venus ubériser les GAFA. Et 2015-2020, avant Covid, les BATX, donc les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, on peut rajouter ByteDance. Vous connaissez ByteDance? ByteDance, c'est TikTok. Et TikTok ne s'appelle pas TikTok en Chine, ça s'appelle Douyin. Donc ByteDance, ils ont une application qui s'appelle Douyin, une application qui s'appelle TikTok, puis d'autres petites applications. CapCut qui fait du montage vidéo, si vous connaissez. Donc, ils ont des applications. Et c'est le B ici de ByteDance. Et ByteDance, c'est TikTok et c'est différentes choses. Et donc, 2015-2020, c'est les Asiatiques qui sont venus renverser les grosses entreprises européennes et les grosses entreprises américaines. Par exemple, Xiaomi, c'est le principal concurrent de Apple. Et on aurait pu mettre Huawei, il y est ici, Huawei. Huawei ici va devenir un gros concurrent de Apple. On lui a interdit de faire plein de choses parce que c'était le diable. Donc, comme on lui a interdit de faire plein de choses, il a développé quelque chose de mieux que ce qu'on lui interdisait de faire.
Et du coup, maintenant, il va revenir en force avec un nouvel operating system. Qu'est-ce que vous connaissez comme operating system de smartphone? Vous connaissez iOS et Android. Et on a interdit à Huawei d'utiliser Android pour le punir. Parce qu'il il risquait de faire des backdoors vers les Chinois des technologies européennes. Donc, on l'a interdit d'utiliser Android. Donc, pendant 2 ans, il a été dans le mal. Il a fabriqué son propre OS qui s'appelle Harmony, Harmony OS. Et aujourd'hui, Harmony OS, il est mieux qu'Android. Il n'est pas encore aussi bien qu'iOS, mais il est mieux qu'Android. Et peut-être demain, ils vont le développer, il sera mieux que iOS. Et donc, le fait d'avoir interdit Huawei d'utiliser Android, bah, ça l'a rendu plus fort. Dans un premier temps, ça l'a affaibli. Et dans un deuxième temps, ça l'a rendu plus fort. Et donc, cette phase-là, on peut l'appeler de 2 noms, la tycoonisation, les tycoons chinois, les tycoons asiatiques, ou la dragonisation, comme vous voulez. En principe, on réserve la dragonisation aux entreprises d'IA, mais on peut l'utiliser ici aussi si on veut. Et une des questions que je vous poserai tout à l'heure dans les workshops, à rendre collectivement, c'est quelle est la prochaine vague? Vous avez compris? 2005, pour faire simple, hein, 2005, 2010, 2015, 2025, c'est quoi la prochaine vague? Je vous laisse imaginer ce que peut être la prochaine vague. Ouais. Là, c'est les GAFA qui disruptent l'économie mondiale. Là, c'est les NATU qui ubérisent les GAFA. Là, c'est les Chinois, enfin les BATX qui tycoonisent. Et la question, c'est quelle est la ligne en dessous qui va venir bouleverser, je n'ai pas le mot pour ce bouleversement, qui va venir bouleverser les BATX. Donc, question tout à l'heure dans le... Petite photo de Maurice Lévy. C'est lui qui a inventé le mot ubérisation, c'est l'ancien patron de Publicis. Et pour vous montrer comme l'entreprise est moderne, voilà comment il présente ses vœux, donc avec Yes, I am the boss. Qui est-ce qui a pour slogan I'm bossy? Et qui est-ce qui a pour slogan I'm CEO bitch? Zuckerberg, sur ses cartes de visite, il a marqué I'm CEO bitch. C'est des références culturelles technologiques. Donc Maurice Lévy, voilà, le voilà aussi, Maurice Lévy. Donc les plus forts n'ont pas peur de se ridiculiser. Demandez à votre patron dans vos entreprises un peu anciennes et un peu âgées s'il accepterait de se mettre une de perruque et de jouer un rôle de femme dans une vidéo. Jamais. Et lui, comme c'est lui qui a inventé le terme ubérisé, bah, il n'hésite pas à se mettre en scène, il n'hésite pas à se ridiculiser parce qu'il est sûr sur ses appuis. Là, c'est le WeChat, le plus gros logiciel du monde. Et là, c'est un petit passage sur Alibaba. Alibaba, j'ai juste une chose à vous dire sur Alibaba. Jack Ma, le patron d'Alibaba, s'est fait enfermer par le régime chinois parce qu'il avait trop de succès. Et dans le trop de succès, il y a ça. Il y a le 11 novembre, le 1-1-1-1, 11 novembre, c'est le jour des célibataires. Alibaba a réussi à faire en un jour, attention, écoutez bien, en un jour, le 11 novembre 2022, ils ont fait 100 milliards, pas 100 millions, hein, 100 milliards. Il n'y a que 2 boîtes en France qui font plus de 100 milliards de chiffre d'affaires, mais eux, en un jour, ils ont fait 100 milliards. En un an. Eux, ils l'ont fait en un jour. Dans le monde. Donc, le 11 novembre, c'est le jour des célibataires, le jour où les célibataires se font des cadeaux à eux-mêmes, parce que le 14 février, c'est le jour des Saint-Valentin, mais là, ils ont fait 100 milliards en un jour. Alors, il y a 2 réflexions par rapport à ça. C'est surprenant. Il y a une première réflexion qui consiste à dire, vous vous rendez compte de quelle technologie il faut pour faire 100 milliards en un jour? Dans la première minute, entre minuit et minuit 1, ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. En 1 minute. Vous vous rendez compte avec des paniers de 60, 70 euros. Vous vous rendez compte du nombre de paniers qu'il faut valider, du nombre de cartes bancaires qu'il faut passer. Il faut avoir les serveurs qui ne plantent pas dans ce moment-là. Donc vous vous rendez compte de la prouesse technologique. Et d'un autre côté, vous devez avoir la seconde analyse. Est-ce que c'est bon pour la planète une boîte qui vend pour 100 milliards de cadeaux un peu nazes en une journée?
Est-ce qu'on n'est pas en train de faire cramer la planète et de faire transporter des produits de Chine aux États-Unis, de Chine à Occident, avec je ne sais plus combien de milliards de petits paquets qui arrivent tous les ans dans les aéroports français et qui passent la douane et qui sont soi-disant des cadeaux, parce que sur un cadeau, il n'y a pas de TVA. Donc, quand vous recevez un paquet de Alibaba, AliExpress, il y a marqué cadeau. Parce qu'un cadeau, il n'y a pas de TVA, donc il ne paye pas la TVA. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de TVA, ils ne payent quasiment pas de frais de port. Donc, ça leur permet de faire des ventes. Est-ce que c'est bon pour la planète? Je ne pense pas, mais ça, c'est une autre réflexion. Lui, c'est le premier transporteur du monde devant les compagnies aériennes classiques. Et vous voyez, il n'y a pas de hublot. Mais tout à l'heure, je vous parlais du Zero Marginal Cost Society. Si Amazon décidait de faire ici une classe, une business class avec 20 sièges, combien leur coûterait les 20 sièges de business class? Bah, quasiment rien, parce que de toute façon, l'avion, il fait déjà Shenzhen-Beauvais. Donc, qu'ils fassent Shenzhen-Beauvais avec les paquets un peu serrés pour faire 20 places en business, ils pourraient vendre les places en business à 100, 200, 300, 400 euros. Ce serait de l'additionnel. Et quand on interroge les compagnies aériennes, vous connaissez Lufthansa? Voilà ce que dit Lufthansa. Lufthansa dit, mon principal concurrent, c'est Zoom. Et Zoom, à lui tout seul, est plus gros que les 15 premières compagnies aériennes. Et je vous ferai un développement après la pause par rapport à ça. Juste avant de faire la pause, deuxième constatation sur Tesla. Alors, vous pouvez aimer, ne pas aimer Elon Musk, tout le monde le déteste, et c'est logique de le détester. C'est un mec qui est grossier, vulgaire, arrogant, il a tous les défauts de la Terre, mais Tesla, c'est une toute petite entreprise automobile. Ils font 1 million de véhicules par an. À côté de ça, Renault, c'est 5 millions de véhicules. Stellantis, c'est 8 millions. Volkswagen, c'est 9 millions. Toyota, c'est 15 millions de véhicules. Donc, ils sont tout petits. BYD, je ne connais pas combien de millions de véhicules ils font. Peut-être 2, 3 millions. Je ne connais pas les chiffres de BYD. Mais Tesla est un tout petit constructeur automobile. Et question de réflexion, et on répondra à ça après la pause, et c'est un peu la même réflexion que sur Zoom, et la même réflexion que je vous montrerai tout à l'heure sur Rolex. Pourquoi est-ce que Tesla est plus valorisé que toute l'industrie automobile européenne? C'est-à-dire que la valorisation de Tesla est supérieure à la valorisation cumulée de Volkswagen, Renault, Stellantis, BM, Mercedes. Et dans Stellantis, il y a Fiat, il y a Peugeot, Citroën, Jeep, Chrysler, enfin, il y a plein de constructeurs. Pourquoi Tesla, qui est tout petit, on répondra après la pause, est mieux valorisé que tous les autres? Il y a une réponse, elle est commune avec tous les sujets qu'on va aborder tout à l'heure. Et dernière slide avant la pause, est-ce que ces deux produits sont concurrents? Certains disent non, d'autres disent oui. Alors, d'un point de vue fabrication, il n'y a rien à voir. Il y en a un qui est fabriqué avec des métaux précieux, l'autre, quoique l'Apple Watch a quelques métaux précieux, mais peu importe. Il y en a un qui vaut 500 euros, l'autre qui vaut 5000. Il y en a un qui dure 5 ans, l'autre qui dure 50 ans. D'un point de vue fabricant, ces deux produits sont quasiment opposés, on va dire. Maintenant, d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue être humain, bah, quand on a l'une, on n'a pas l'autre, et quand on a l'autre, on n'a pas l'une. On ne peut pas porter deux montres à la fois, sauf certains Berluc. Et donc, on va réfléchir là-dessus, on va réfléchir sur Zoom, on va réfléchir sur Tesla, mais avant, on fait une pause. Oui. Voyez, pour ce coup-ci, vous avez vu à la dernière fois, c'était sur le zéro, vous m'avez mis au deuxième quiz. Oula. Ouais. Oui. Vous remettez pas le sujet.
Non, Ok. je suis désolé. C'était sur le second quiz, une semaine de cours avec vous. Ouais, C'est l'excuser l'absence pour le travail à Marseille. ouais. Donc, j'avais pas pu le faire. Vous avez dit, j'ai 0, vous m'avez dit qu'il fallait le faire. J'ai dit, je le fais avec plaisir. Et pendant, je ne pouvais pas le faire parce que je fais mon travail. Et donc, vous m'avez dit la dernière, bah, je vous l'enlève. Bon, je vais vous l'enlever. Oui, oui, je comprends ce que je veux dire. Je vais vous l'enlever, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ok. Non, mais attendez, faut me dire, il est où? Oui, oui, je suis pardon. C'est Lalanne Baptiste. Hop là, c'est ligne 23, enfin ligne 35 sur 23. Voilà. Merci, monsieur. Vous voulez quoi? Non, on l'avait pas envoyé. Ah, désolé. Non, c'est pas grave. Et j'ai une question. Oui. Est-ce que vous connaissez le dernier jour de Harry? Harry Yuan, non, pas du tout. C'est quoi? Eh bien, je vous conseille de le lire. Bien sûr. Bougez pas. Je vais le noter tout de suite. La directrice commerciale qu'on avait fait le travail, je ne l'ai pas fini encore. En fait, c'est sûr. Harry A2RY? Ouais, Yuan. En fait, c'est une histoire mi-vraie, mi-fausse, et c'est sur l'expansion, justement. Mais je me suis, en fait, je savais que c'est une histoire vraie parce que c'est sur l'expansion du numérique d'un coup en 2000. Et ça part de la petite boîte, justement, qui a grossi d'un coup, côté en bourse, qui a racheté l'entreprise. Bon, j'ai pas la fin de l'histoire parce que je l'avais fini de lire. Surtout, ne me spoilez Non, pas. non, mais c'est Ok. à peu près le. Nickel, bah, je vais regarder ça. Mais très, très super. Mais je pense que c'est une fiction, ou alors c'est inspiré de c'est- quelque chose. c'est Parce que Harry Yuan, je inspiré- ne le connais pas. Non, c'est pas une vraie personne. Mais c'est inspiré de quelqu'un de vrai. Ouais, exactement. Bah, je trouverai qui c'est alors. Bah oui, je veux bien, parce que moi, j'ai pas trouvé. Je vais le lire et puis après. Et c'est ni réel, ni. Ouais, Parce que c'est quand même une histoire vraie, parce que la description des faits, les dates, etc., les périodes, c'est à peu près. Ce qui est marrant, c'est que Harry Yuan, ça ressemble à un nom. Le fondateur de Zoom s'appelle Eric Yuan. Bah, c'est sur expansion du numérique, ça commence par les livres sur le numérique, D'accord. la petite entreprise. Ok. Et c'est le créateur de Mini 00H00. Et lui existe vraiment. Apparemment. D'accord. Ok. Bah, on va mettre tout ça au clair. Jolie veste. J'imagine. Moi, je venais vous voir par rapport à deux notes. J'ai eu un 0 à la dernière séance, enfin, deuxième séance, deuxième quiz. J'étais absente et c'est une absence justifiée. Je vous l'enlève, je ne vais pas discuter. C'est quoi C'est quoi votre nom? Oui, oui, mais je m'en fous. Vous êtes Zoé, c'est ça? C'est ça. Voilà, allez, hop. Et le 13, où il y avait, j'ai mis 2 fois une majuscule. Du coup, j'ai perdu 4 points parce que Sur là, je vous la laisse. Je ne peux pas gagner sur tous les côtés. bah, j'ai mis les bonnes réponses, juste j'avais des majuscules, quoi. Enfin, c'était les bonnes réponses. C'est juste que vu qu'il y avait un problème dans la. Il y avait un bug et du coup, ça m'a mis 0 points, alors c'était la bonne réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Je Dernier quiz. Vous voulez que je vous mette 2 points de plus, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais mis les bonnes réponses, mais juste j'avais mis 2 Ouais, majuscules. mais au final, vous avez eu. Bah, j'ai perdu 4 points, quoi. D'accord. Vous voulez un 17, c'est ça? Voilà.